Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence organisée à l'initiative de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Je suis journaliste, je vais essayer de faire mon métier de journaliste, qui est essayer de poser des questions que peut-être vous vous posez, mais que vous avez aussi la possibilité de poser dans ce chat, puisqu'elles nous parviendront et nous essaierons en fin de parcours de répondre au maximum de ces préoccupations. Des questions qui portent évidemment sur la situation économique que nous traversons, qui n'est pas brillante, comme vous savez, puisque nous sortons d'une quasi-catastrophe à la fois sanitaire et économique et sans doute sociale dans les mois qui viennent, avec la participation, évidemment, le rôle que peuvent avoir les commissaires aux comptes dans cette affaire. Des commissaires aux comptes qui s'interrogent sur leurs fonctions, qui s'interrogent sur leur action, sur ce qu'ils peuvent apporter justement à la situation. Alors, pour parler et pour nous aider à réfléchir ensemble sur ces questions, la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris a invité Philippe de Sertine, que je salue, professeur d'économie à Paris 1 Sorbonne, mais dont on connaît aussi très bien les analyses qu'il peut faire en matière de conjoncture et de structure sur beaucoup de médias. Avec nous, Philippe Mutrici. Philippe Mutrici est une personnalité très importante dans le cadre de cette crise, puisque c'est le directeur de l'évaluation des études et de la prospective de BPI France. Mais en d'autres termes, c'est aussi lui qui a un peu le robinet, la main sur le robinet des plans, des prêts garantis par l'État, ces fameux PGE qui sont une des armes utilisées par le gouvernement pour essayer de redresser la situation. Thibaut Bistroy, président de Croissance Plus, qui est un groupe d'entrepreneurs innovants, mais qui est aussi lui-même un entrepreneur, puisqu'il est un spécialiste, de par son entreprise, de la cybersécurité. Et puis Olivier Salustro, que je salue et que je remercie de nous inviter, d'avoir organisé cette réunion, qui est le président de la CRCC de Paris. On commence, si vous le voulez bien, par la situation économique. Et je crois que le mieux, c'est que Philippe de Sertine nous dresse un état des lieux, non sans avoir averti tout le monde que le timing est très complet, que quelques minutes chacun pour nous exprimer si nous voulons pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui nous sont posées. Philippe, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de la situation après cette mise en coma de l'économie française, en correspondance d'ailleurs avec ce qui s'est un peu passé dans le reste du monde. Où en est-on aujourd'hui? Alors, Jean-Marc, oui, bonjour évidemment à tous. Nous sommes dans une situation inédite. Je crois que c'est vraiment très, très important à avoir en mémoire. L'une des erreurs majeures que l'on a faites, d'ailleurs, que l'on a faites à tous les niveaux dans le monde entier, c'est de vouloir absolument ramener la situation qu'on connaissait à des situations antérieures. C'est une crise comme on n'en a jamais connue. Par conséquent, cela veut dire que nous sommes en train d'apprendre en marchant, hein, et que là, finalement, un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au départ, dans tous les pays du monde, France comprise, par tous les types de responsables, sont souvent des décisions inspirées de ce qu'ils avaient connu, alors que nous sommes dans une situation complètement inédite, un arrêt total de l'économie mondiale, quelque chose effectivement qu'on n'a jamais connu, ou alors très 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 loin dans l'histoire, plusieurs siècles en amont. Donc nous sommes effectivement dans une situation qu'on peut caractériser par 4 phases. La phase 1, c'est la phase arrêt total. Cette phase, effectivement, en France, elle est censée avoir pris fin au moment du déconfinement. Attention, ça n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire, certains secteurs d'activité ont continué d'avoir un chiffre d'affaires à zéro. Et là encore, c'est quelque chose, c'est pas une baisse de chiffre d'affaires, c'est zéro chiffre d'affaires. Des entreprises qu'on connaît tous dans les territoires, des entreprises moyennes, petites, grandes, qui vous racontent chiffre d'affaires 8 euros dans la journée, avec 50, 60, 100, 200 salaires à payer à la fin du mois. Donc quelque chose qu'on n'a jamais vu. L'arrêt est encore réel pour un certain nombre d'activités. Il tend à se réduire de plus en plus. Attention, il est encore quelque chose qu'on connaît dans le monde, et donc évidemment avec des interactions éventuelles avec l'économie française. La deuxième phase, c'est celle dans laquelle nous sommes, la phase du déconfinement, la phase de redémarrage. Il s'avère qu'on n'avait jamais arrêté l'économie.
On dit toujours, il ne faut jamais arrêter une chaîne, il faut toujours la laisser en fonctionnement lent parce que c'est très compliqué à redémarrer. Ben, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas dans ce redémarrage. C'est une phase 2 importante, c'est une phase 2 dans laquelle on continue d'avoir un certain nombre d'actions publiques pour aider, on va dire, l'économie à fonctionner, pour l'aider éventuellement certains secteurs. On a vu des secteurs très importants, l'automobile, l'aéronautique par exemple, les secteurs des PME, PMI avec des aides massives, donc des aides qui sont autorisées, pourrait-on dire entre guillemets, par le mode de fonctionnement concurrentiel parce que nous sommes en situation exceptionnelle. Donc ça, c'est la phase 2. La phase 3, on peut considérer qu'elle va arriver à l'automne. La phase 3, c'est le moment où il va falloir enlever les béquilles, c'est-à-dire le moment où il faut qu'on revienne dans un mode de fonctionnement concurrentiel normal. On ne peut pas aider toutes les entreprises, on ne peut pas aider toutes les activités, et on ne peut pas aider notamment des entreprises qui seraient fragiles, qui étaient fragiles avant parce qu'on a eu la crise, alors que peut-être elles seraient en difficulté même sans la crise. Donc là, ça va être la phase 3, probablement la plus compliquée. Le président de la République l'a exprimé dans un entretien la semaine dernière à la presse régionale en disant « là, on va avoir un automne compliqué ». C'est-à-dire l'automne compliqué, en clair, c'est le moment où on peut avoir la montée la plus forte du chômage, la montée la plus forte des faillites, c'est-à-dire ce moment où effectivement on va ressentir de manière forte la crise économique qu'on attend, qu'on sait qu'elle va se produire, mais que toujours pareil, on ne ressent pas complètement sur le terrain. Donc il y a une sorte un peu de déni. Alors c'est le beau jour, on est sorti du déconfinement, on est avec ces aides encore, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement dans un climat complètement anxiogène. On peut penser qu'effectivement l'automne et le début de l'hiver vont être relativement compliqués. Notamment pour des secteurs d'activité comme ceux liés au tourisme, le plan spécial qu'on évoquait. Donc là, une fois que la belle saison va être passée, c'est là qu'on peut avoir un certain nombre de difficultés qui vont se produire. La France, l'Espagne, l'Italie sont 3 pays européens qui sont les plus touchés par le Covid, les plus touchés, on va dire, ou les plus en finances publiques relativement compliquées. Ce sont les 3 pays les plus touchés aussi par la crise touristique. Donc là, on peut avoir un certain nombre de conséquences qui pourront être lourdes et qu'il va falloir gérer. Vous l'avez dit, Jean-Marc, la question sociale sera une question absolument capitale. D'ailleurs, le président l'a rappelé. Et puis donc, la phase 4, c'est celle que l'on doit avoir en ligne de mire parce que l'idée, c'est de tenir jusque-là. La phase 4, c'est la reprise. Le redémarrage que l'on commence à percevoir dans un certain nombre de pays. Très intéressant de regarder d'ailleurs ce qui s'est passé en Chine, parce que la Chine était avant nous dans la pandémie, elle est après nous, enfin, elle est devant nous toujours du point de vue des déconfinements, et on a exactement les phases que je suis en train d'évoquer dans l'économie chinoise, en particulier dans la zone où s'est déclarée la pandémie. On doit avoir l'idée que début 2021, on espère, 2022 peut-être, mais début 2021, on aura la reprise la plus forte qu'on ait jamais connue. Là encore, on n'a pas de référence par rapport à un redémarrage de l'économie mondiale comme on va connaître. Ce redémarrage, il signifie qu'il y aura des locomotives. La locomotive asiatique va être très, très forte, qui va entraîner derrière cette locomotive tous les wagons de l'économie mondiale, pour autant, évidemment, qu'ils souhaitent s'y raccrocher. Et donc là, on aura les grandes questions sur les problèmes, on va dire, de volonté de relocalisation, de ne pas on va dire, se relier trop fortement à l'économie internationale ou au contraire en profiter, ce qui peut être l'option des pays du Nord. Et donc là, c'est en tout cas la vraie question, comment on va répondre à cette phase de croissance très, très forte qui va être la phase de croissance de reprise après cette situation inédite, reprise inédite après une crise inédite. En termes de chiffres et en termes de baisse de PIB, on peut se baser sur les données de Bercy ou de la Banque de France, c'est-à-dire on est à -10 aujourd'hui, en fin d'année. Alors, on a eu plusieurs. Alors, on n'appelle même pas ça des prévisions en ce moment. On appelle ça des projections qui sont revues sans cesse. Donc, effectivement, la Banque de France, par exemple, vient plutôt de revoir un peu à la hausse. On est sur -10, donc on est d'accord, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Même après, quand on a parlé des guerres, on est quelque chose qui est encore plus fort que ça. -10, c'est-à-dire -33, -40 pendant un mois, donc des choses absolument incroyables. Donc là, nous sommes effectivement avec un peu mieux. Attention quand même, les prévisions internationales qui sont sorties la semaine dernière étaient plutôt un peu plus pessimistes. Mais honnêtement, les statistiques remontent pratiquement au jour le jour. On a énormément de mal de savoir comment les extrapoler avec certitude sur la fin de l'année. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, on sera dans une récession comme on n'a jamais connu. Les risques. Le pire est à venir parce qu'il y a un risque fort sur la phase 3 et sur la phase 4. Quels sont les risques? C'est quoi? C'est un risque financier? C'est un risque social?
Je crois que le risque principal, il est social. Le risque financier, il est maîtrisé aujourd'hui. Alors pour le coup, là, l'expérience de la crise précédente a joué, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix, d'un point de vue juridique, on va dire, et là évidemment ça intéresse les commissaires aux comptes, d'un point de vue juridique, éviter les situations de faillite et notamment évidemment les situations de faillite systémique, c'est-à-dire qui entraînent des faillites en Chine. Donc on injecte de la liquidité de ce point de vue pour permettre de ne pas avoir de risque juridique. Le risque social est le premier parce qu'en dépit de cette approche, il est évident que s'il n'y a pas d'activité, on est dans des situations où on a des entreprises qui vont disparaître. Donc là, il y a un risque social extrêmement fort. Attention, évidemment, peut-être rajoutons deux risques complémentaires par rapport à la fin de l'année. D'abord, la question de la seconde vague, qui est quand même quelque chose, évidemment, qu'il ne faut pas complètement exclure. On espère que ça ne se produira pas, mais on a un certain nombre d'indices qui nous font redouter quelque chose. En ce moment, évidemment, en Espagne, on est en train de regarder ce qui se passe, notamment sur plusieurs régions espagnoles. Et deuxième risque important, peut-être à intégrer, c'est la question du risque géopolitique. Nous allons avoir les élections américaines à la fin de l'année. Nous avons une tension très forte autour de la Chine, on va dire Hong Kong, peut-être encore plus Taïwan. Ça, ce sont effectivement des zones qu'il faut regarder dans des situations de crise. On a de la tension géopolitique. Nous sommes bien là, pour le coup, dans une conformité par rapport à cela. On peut espérer que le danger économique est tel que on va dire, la tentation de crise géopolitique sera écartée par les grands responsables, en particulier par les grands responsables chinois. Oui. Philippe de Sertine, on reviendra sur toutes ces questions-là en fin de parcours. Avant de donner la parole à Philippe Mutrici, qui connaît bien la situation des entreprises, un mot toutefois sur un élément dont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire le poids de la situation antérieure à la crise. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient malades, qui vont être malades en septembre et qui risquent de basculer en septembre, étaient déjà malades avant. Et est-ce que cette composante-là joue fortement quand même en France? Absolument. Alors, on doit se souvenir que nous étions avec une croissance négative. On ne parle pas de récession tant qu'on n'a pas deux trimestres, mais on était en croissance négative à la fin de l'année 2019. C'est quelque chose effectivement qui nous paraît tellement loin maintenant. Alors, quand on parle de moins 0,1, quand évidemment on parle de moins 13, moins 14, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était bien dans une phase de ralentissement sensible dans un certain nombre de secteurs, avec des fragilités que l'on commençait à voir apparaître parce que l'activité ralentissait. Donc, on avait l'emploi qui s'améliorait, mais on avait ces indicateurs qui étaient des indicateurs un peu inquiétants. Je répète toujours, là, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire effectivement un certain nombre de secteurs qui nous inquiétaient. Ça veut dire aussi d'ailleurs des difficultés sur le commerce extérieur qu'on commençait à noter en début d'année 2020. Alors évidemment là qui vont s'accentuer. Il est clair par exemple que la difficulté d'Airbus risque d'occasionner un trou gigantesque dans le commerce extérieur français et que ça, ce sont des situations qui auront des conséquences sur le tissu économique auxquelles il faudra absolument répondre très très vite. C'est la mission, on va dire, du nouveau gouvernement d'ailleurs qui a été nommé hier. Vous parlez de la situation de l'aéronautique, on pourrait aussi parler de l'évolution structurelle nécessaire dans l'industrie automobile, par exemple. Absolument. On le voit bien. On va donner tout de suite la parole à Philippe Mutrici, qui est, je le disais tout à l'heure, est le directeur de l'évaluation des études et de la prospective. Je pense qu'il est en ligne avec nous. BPI France, qui est un acteur majeur du système financier français, du système bancaire, mais qui est aussi un acteur encore plus majeur dans cette crise, puisque c'est lui qui a mis en place les PGE, les fameux prêts garantis par l'État. Philippe Mutrici, est-ce que vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, nous donner quelques chiffres de l'activité BPI et notamment du montant des prêts garantis par l'État qui ont été distribués? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Le rôle de la BPI dans la mise en place des prêts garantis par l'État est d'assurer pour le compte de l'État l'enregistrement des fameuses garanties. C'est-à-dire que la garantie accordée par l'État doit bien être enregistrée dans un système et c'est BPI qui gère ce système. Mais n'oublions pas que les prêts sont accordés par les banques. Donc, ce n'est pas BPI France qui a accordé 100 milliards d'euros de prêts à l'économie, ce sont les banques et ces banques sont garanties par l'État dans un système géré par BPI. Je disais 100 milliards, en fait, c'est légèrement moins. Si on laisse de côté les grandes entreprises qui ne sont pas dans notre plateforme, qui ont un système particulier direct avec l'État. Donc, pour les TPE, PME et ETI, on est à la date d'hier à 96 milliards de prêts, ce qu'on appelle préaccordés, et 90 milliards validés. Donc, 90 milliards, c'est vraiment sur les comptes des entreprises, et 96, on peut dire que c'est
Les 6 milliards de différence, c'est des 6 milliards qui sont en cours de validation par les banques. C'est 550 000 entreprises en prêt accordé et 510 000 qui ont déjà l'argent sur leur compte. Donc, on est sur des masses effectivement très importantes. Et pour une raison qui est assez simple, c'est que ces prêts n'ont pas été accordés selon les normes habituelles du crédit. Quand une entreprise va chercher un crédit à la banque, les critères d'accord de cette demande sont souvent relatifs à la situation financière de l'entreprise, mais aussi au paramétrage du projet par rapport à la taille du bilan, par rapport aux fonds propres, etc. Là, c'est pas du tout le système qui a été mis en place, puisque la référence pour obtenir ces prêts, c'était des mois de chiffre d'affaires, donc de 1 à 3 mois de chiffre d'affaires, ou alors l'équivalent en effectifs pour les entreprises dans lesquelles les effectifs étaient une variable plus significative. Donc du coup, on se retrouve avec des montants de PGE qui sont très importants pour un certain nombre d'entreprises et notamment des TPE. Donc ça, c'est pour les premières métriques. Et pour rejoindre ce que disait Philippe de Sertine il y a un instant, ce qu'on peut dire, c'est que ce système, il a été extrêmement efficace pour donner immédiatement de la liquidité aux entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes tirées d'affaire, loin de là. Ça ne veut pas dire que l'économie va passer cette crise sans aucune difficulté. Ce n'est pas notre message. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à la date où on se parle, la plupart, l'immense majorité des entreprises ont une situation de trésorerie qui reste étonnamment positive par rapport à l'ampleur de la crise inédite que nous connaissons. On l'a mesuré très précisément au mois d'avril dernier, donc en plein milieu du confinement, dans un baromètre que l'on publie avec notre partenaire Rexecode, baromètre trimestriel. La vague d'interrogation était mi-avril, et donc en plein milieu du confinement encore une fois, et 7% seulement des entreprises répondantes disaient qu'elles étaient face à des problèmes de trésorerie insurmontables. On aurait pu penser à l'époque que les chefs d'entreprise anticipaient des situations bien pires. Et de l'autre côté du spectre, on avait la moitié des entreprises qui disaient qu'elles n'étaient pas du tout en difficulté de trésorerie. Donc la première étape dans le soutien à l'économie, ça a été d'assurer ce que notre directeur général a appelé un pont de cash en très bon français, donc un pont de trésorerie, de façon à ce que les entreprises puissent faire face à leurs échéances malgré la chute radicale du chiffre d'affaires dont parlait Philippe de Sertine. Alors, je pense que ça a été absolument indispensable, ça a été absolument nécessaire et tout le monde reconnaît que ça a été un des efforts les plus importants faits dans des pays occidentaux à propos de cette crise. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, Philippe Lutrici, dans quelle vision et dans quelle perspective vous avez situé cette action pour la BPI? Il ne s'agit pas d'un plan de relance. Vous dites toujours il n'y aura pas il n'y a pas un avant Covid et un après Covid. Vous êtes-vous convaincu que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui va nous obliger à vivre dans une situation qui va être de façon permanente différente de celle dans laquelle nous étions? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, très justement. Donc, nous, effectivement, il y a eu le premier temps qui était la réponse de l'urgence. Donc, j'y reviendrai, c'est notamment le PGE, mais il y a eu plein d'autres mesures mises en place par l'État. La réflexion que la BPI a conduite très rapidement, et puisqu'en fait, ça fait déjà 2 mois qu'on y travaille, c'est de se dire qu'on n'est pas encore, malheureusement, dans le monde de l'après-Covid. Même si certaines personnes très médiatiques ont commencé à parler du monde d'après, il est temps de faire ceci, il est temps de faire cela, malheureusement, c'est pas du tout la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On n'est pas dans le monde de l'après-Covid, on est dans le monde de l'avec-Covid. Alors, sur quoi on se base? Simplement sur les statistiques de contamination de ce virus dans le monde. Si on regarde les flux quotidiens de cas déclarés ou les flux cumulés depuis le début de l'année, les courbes, elles sont malheureusement pas du tout dans la bonne forme, sauf en Europe. Donc effectivement, on a ce prisme européen, et notamment en France, où pour le moment, on a l'impression que l'épidémie est plutôt bien contrôlée. Le reste de l'Europe, il y a des reconfinements un peu en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Donc, on voit bien que la menace est toujours présente. Mais globalement, les fameuses courbes en cloche qui ont été popularisées par un professeur marseillais célèbre, tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est les flux de contamination
Oui. quotidien, et ils ont la bonne forme uniquement en Europe. Nous, les courbes qu'on regarde, c'est plutôt les stocks, en fait, c'est-à-dire le total des malades déclarés Covid depuis le mois de janvier. Et à part la Chine et l'Europe, encore une fois, donc cette courbe-là, elle monte progressivement. J'aurais dû publier un graphe, donc je fais le geste avec mon doigt, et vous devez tendre vers l'horizontale. Quand vous tendez vers l'horizontale, ça veut dire que vous n'avez plus de flux quotidien, donc le stock arrête d'augmenter. Eh bien, cette courbe-là, elle n'est pas du tout dans cette configuration favorable. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Ils ne sont pas du tout donc dans la bonne configuration, c'est-à-dire que la courbe continue d'augmenter. L'Amérique latine, c'est même plutôt exponentiel. L'Afrique aussi. Alors, c'est vrai que c'est des pays qui partent de situations où jusqu'à présent, il y avait relativement peu de cas, notamment en Afrique, mais il n'empêche que les courbes parlent. Elles n'ont pas du tout les bonnes formes dans le monde entier. Donc, quand on a cette analyse-là, ça veut dire qu'on est, encore une fois, pas dans le monde de l'après, on est dans le monde de l'avec. On est dans une économie qui est très internationalisée, mondialisée, où les échanges comptent pour beaucoup. Donc, ça veut dire très concrètement, pour un pays comme la France, premier pays touristique du monde, il ne faut pas s'attendre à ce que le tourisme reparte en France aussi pour rejoindre le niveau de l'année dernière. Et les spécialistes du tourisme n'envisagent pas un retour à la normale avant 2022, au mieux. Le transport aérien, évidemment, en est un autre exemple. Et derrière le transport aérien, vous avez l'industrie, vous avez l'aéronautique et vous avez tous les sous-traitants d'Airbus, dont on sait depuis la semaine dernière qu'ils vont faire face à des difficultés terribles. Donc, dans ce monde d'avec, nous, on a essayé de réfléchir avec Des lignes de force globales, des trends d'évolution qui vont pas se casser, C'est ça. Donc, ce qui est important, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est de voir comment la crise pouvait accentuer des tendances qui préexistaient ou comment elle pouvait révéler des nouvelles tendances. Donc là, on appelle ça en langage interne des pays des mégatrends. Alors, mégatrend, c'est pas forcément très parlant. On va dire que c'est une tendance soit sociétale, soit naturelle. Par exemple, le climat, le réchauffement climatique. Donc, c'est une tendance inéluctable de long terme qui s'impose à tous les citoyens, à tous les habitants de la planète. On ne peut pas dire demain, j'arrête le changement, j'arrête le réchauffement climatique. Donc voilà, les mégatrends, donc on en a compté 9. Je ne vais évidemment pas vous dérouler les 9, je vais simplement prendre 3 exemples. Le premier exemple qui nous semble important, je reviendrai sur celui du climat, mais je vais commencer plutôt par l'agilité industrielle. Donc, c'était déjà quelque chose qui nous semblait évident à nous, BPI France, quand on accompagne les entreprises, de voir dans quelle mesure les entreprises aujourd'hui, face à la compétition internationale, étaient très souvent obligées de réinventer leur modèle dans des délais très rapides. Le Covid confirme ce type d'agilité industrielle, cette nécessité de s'adapter très vite, puisque si on reconfine demain un secteur, une région, le secteur en question devra de nouveau faire face dans des temps très rapides à des réorganisations industrielles. Alors, on peut l'illustrer, par exemple, avec des exemples emblématiques sur L'Oréal qui a fabriqué du gel hydroalcoolique, sur l'industrie textile qui, en quelques semaines, a bâti un système, etc. Donc, cette agilité, pour nous, c'est vraiment un méga trend qui est confirmé par la crise. Le deuxième, je ne vais pas faire trop long, c'est le numérique. Donc là, je peux même quasiment juste le citer. On peut dire qu'on a gagné 10 ans dans la façon dont les entreprises utilisent le numérique pour continuer leur activité. Et quelque part, j'entendais hier un journaliste qui disait que le numérique avait sauvé l'économie française. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu une parole un peu forte, mais en tout cas, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que le numérique nous a permis à beaucoup d'entreprises de faire du télétravail et de continuer leur activité. Donc ça, c'est un deuxième mégatrend. Et le troisième, donc j'y reviens, c'est le climat. Alors, dans les mégatrends, on en a qui sont très je dirais pas forcément consensuels, mais qui sont évidents, donc les deux dont je viens de parler. Le climat, ça reste encore plus débattu, donc celui-là, on dit qu'il est controversé. Alors, c'est pas tellement le réchauffement climatique qui est débattu, même si on peut toujours trouver encore quelques opposants, mais on se compte sur les doigts d'une main. C'est plutôt la réaction des Français face au climat. Donc, on a vu dans les résultats politiques ce qu'on appelle une vague écolo, mais ça, je laisse de côté. C'est pas mon rôle de les commenter. Je dirais simplement que les Français, les ménages français vont être dans une tension entre d'un côté changer les modes de consommation pour être plus respectueux du climat et de l'autre côté des problématiques de pouvoir d'achat très concrètes parce que très souvent acheter français, acheter des produits donc plutôt en territoire européen plutôt qu'en Extrême-Orient, ça coûte un peu plus cher. Et donc là, il y a une tension entre d'un côté le pouvoir d'achat
et la volonté d'être dans un nouveau mode de consommation plus respectueux du climat. C'est pour ça qu'on dit que celui-ci, il est confirmé par le Covid aussi, mais il reste plus débattu. Dans des tensions qui vont évidemment se traduire sur la situation politique et on le voit déjà dans l'actualité. On reviendra sur le financement plus spécifique et notamment sur, non pas l'après-Covid, mais lorsque nous serons arrivés dans la phase 3 et dans la phase 4, vous nous direz un peu ce que l'on fera avec les plans garantis par l'État et la façon dont ils seront remboursés. Ça peut faire partie des préoccupations à la fois des chefs d'entreprise, mais également des commissaires aux comptes. Je voudrais tout de suite donner la parole à Thibaut Pessuel pour qu'il nous dise de son point de vue à lui d'entrepreneur, et notamment d'entrepreneur innovant, c'est-à-dire très concerné par les traînes d'évolution que vous veniez quelle est sa lecture? Est-ce que Thibaut est avec nous? Oui, absolument, bien sûr. Il y a un petit blanc dans la communication. Bonjour à tous. Effectivement, je représente Croissance Plus, qui est une association de 350 entrepreneurs multisecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans nos entreprises des gens qui ont beaucoup souffert de la crise, comme le tourisme, l'événementiel, et d'autres plutôt dans les services informatiques, voire la production de contenu informatique. Et là, ce sont des gens qui se sont plutôt bien sortis du sujet. Alors, pour nous, il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, puisque le sujet est largement évoqué, c'est le sujet du PGE et comment justement le PGE, qui a été effectivement une très très bonne nouvelle pour les entreprises pendant ces derniers mois, et bravo à toutes les instances qui ont été dans ce sens-là et ont été très réactifs, donc la BPI, le gouvernement. Mais ce PGE, c'est effectivement la charge des entreprises pour 2021-2022. Vous savez qu'il y a un an de franchise d'intérêt et puis après, on remboursera. Et en fait, ça déséquilibre le bilan des entreprises. Et donc, il faut absolument, à un moment donné, qu'il y ait des mécanismes qui prennent le relais du PGE. Donc, on travaille activement sur différents schémas, notamment des schémas d'obligation long terme et peu coûteuses. Il faut que le chef d'entreprise, d'ailleurs, je dirais, renforce sa connaissance des outils financiers. Un chef d'entreprise est souvent pas forcément un grand expert de la finance. Et là, il faut qu'il sache qu'il y a accès à du private equity, mais aussi des obligations qui sont des quasi-fonds propres et d'autres schémas. Donc ça nous paraît très important. Il y a un autre schéma qui est intéressant, qui a été proposé par un de nos partenaires et sur lequel on va probablement publier prochainement. C'est la notion d'action de croissance. L'idée, c'est comment est-ce qu'on redirige cette épargne ou cette surépargne qu'ont constitué les Français pendant cette crise du Covid vers les PME. Donc, une PME pourrait souscrire à des actions de croissance qui seraient pour le coup vraiment des fonds propres, non pas des quasi-fonds propres, mais des fonds propres, avec des intérêts annuels remboursés de 2% et sur le long terme de 5%. Donc, il y a un mécanisme un peu technique, mais il y a des propositions dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'organisations comme les nôtres, comme le MEDEF, comme France Invest et d'autres qui réfléchissent sur ces sujets et ça nous paraît très important. Donc ça, c'est le premier sujet qui est le sujet du renforcement des fonds propres. Le deuxième sujet, qui est un sujet qui paraît peut-être un peu décalé, mais en fait qui ne l'est pas, c'est le sujet de l'actionnariat salarié. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, dans le JDD, Gérald Darmanin a publié quelque chose sur la participation, si on venait effectivement à plus de partage. Et en fait, nous, chez Croissance Plus, c'est un petit peu l'ADN de l'association qui a été créée en 1997 par Denis Père. On a été créé sur l'idée du partage des fruits de la croissance. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. On recrute nos membres avec ce critère-là qui est un critère fort. Et aujourd'hui, ce qu'on a proposé dans un document qu'on a publié récemment, c'est d'étendre encore ces mécanismes-là et d'aller vers un actionnariat salarié beaucoup plus massif. On n'est pas, nous, pour une société où il y aurait un Jeff Bezos à 150 milliards de valeur personnelle, qui est d'ailleurs un peu utile même pour lui, et puis le chauffeur de VTC à 3,50 €. D'accord ? Donc, on est pour une société qui partage beaucoup plus. On pense que le modèle capitaliste est un très bon modèle, mais qui doit être équilibré. Et pour ça, en fait, il faut à la fois des entrepreneurs qui aillent vers de plus en plus, effectivement, de partage des fruits de la croissance par l'actionnariat salarié et aussi des lois qui nous permettent, en fait, de distribuer des actions plus facilement. Aujourd'hui, quand on parle de distribution d'actions gratuites, en fait, il y a un forfait social qui est très lourd et qui souvent, en fait, gêne ces transmissions d'actions. Voilà, donc ça nous paraît extrêmement important. L'autre point que je citerai simplement également, même si ça paraît un sujet
un peu macroéconomique qui serait plus pour Philippe de Sertine que pour moi, mais en fait, pour un entrepreneur, ça joue. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un… on n'a pas été, depuis le mandat de Macron, on a fait plein de bonnes choses pour l'entreprise, on n'a pas été sur une trajectoire de baisse des dépenses publiques. Aujourd'hui, mécaniquement, avec la crise du Covid, on arrive à peu près à 64 ou 65% de dépenses publiques par rapport au PIB, ce qui est absolument vertigineux. Et à un moment donné, il faut se poser la question de la trajectoire, parce qu'il y a effectivement une imposition sur les entreprises qui est beaucoup trop lourde, notamment les impôts de production, qui ne sont qu'une conséquence de ces très gros chiffres de dépenses publiques, 75 milliards, enfin 72 milliards d'impôts de production. Et nous, en fait, on est pour une relance. Alors, les aides sectorielles, c'est bien, mais il faut faire attention aussi à traiter l'économie dans sa globalité. Et on est plus pour une relance à l'allemande des années 2000, lancée par Gerhard Schröder. Et faisons ce qu'il faut pour que l'économie française soit très performante dans 10 ans. Et ça passe par effectivement une maîtrise des dépenses publiques, par la baisse des impôts de production, etc., ce qui sont des sujets vraiment très importants. J'entends bien votre discours, Thibault. Je ne suis pas sûr qu'il soit très, très écoutable aujourd'hui dans la situation économique, politique et sociale. L'heure n'est pas à réfléchir forcément à la rigueur budgétaire. L'heure est je ne sais pas, mais… Alors, ça participe, si vous voulez, d'une réflexion sur un modèle où je comprends ce que vous dites. Effectivement, c'est un petit peu, ça paraît un petit peu décalé, mais attention, si vous voulez, on est sorti de la crise de 2008 avec des dépenses publiques qui sont passées de 50 à 56%, et on est resté installé dans cet étiage de 56%. Donc, que personne ne parle des dépenses publiques, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui, me paraît extrêmement dangereux. Il ne faudrait pas qu'après la crise du Covid, on se dise finalement, un niveau de dépenses publiques à 60%, c'est très bien, tout le monde est confortable avec ça. Moi, je dis qu'il y a un grand danger d'implosion du système. C'est-à-dire qu'en fait, la charge qui pèse sur les entreprises, quand on parle de dépenses publiques, c'est très simple. La dépense publique, c'est ce qui est produit par les entreprises. Les entreprises créent cette valeur qui permettent ensuite de redistribuer. Et donc, aujourd'hui, si personne n'a l'œil là-dessus, on a un problème. Allez, Jean-Marc, je ne peux pas vous… Sur ce point-là, Philippe de Sertine, un mot, c'est un vrai risque ou pas? Tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question, vous m'avez dit non, le risque financier n'est pas le risque prioritaire. Non, là, on parle effectivement d'un risque à plus long terme. Je suis entièrement d'accord avec Thibault. Je crois, si vous voulez, que quand on regarde l'approche que nous avons aujourd'hui, qui est celle qui est relayée, on va dire, par l'opinion publique, par les médias, par les politiques, c'est dire on va avoir une relance par la consommation interne. Oui. La consommation, c'est donc effectivement quelque chose qui dit, on a finalement la machine qui repart par la France elle-même. Par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, et quand on évoque l'Allemagne des années 2000, c'est de dire que la vraie relance durable, c'est celle qui proviendra d'une compétitivité à l'exportation. Je le répète, je crois que les chiffres, et c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure, les chiffres qui risquent d'être désastreux du commerce extérieur vont signifier que la France peut être vraiment face à un problème. Il faut le rappeler, si en fait le système français tient aujourd'hui, c'est parce que nous avons des taux d'emprunt public extrêmement bas, et ces taux d'emprunt public extrêmement bas, ils sont associés à notre lien avec l'Allemagne. Si la France était toute seule, elle serait comme l'Italie, elle aurait pu avoir une montée incroyable de ses taux d'intérêt et se retrouver alors avec un système d'impasse. C'est notre partage de l'euro qui nous permet d'avoir des taux faibles et qui nous permet effectivement de considérer que ce taux de dépense publique est tenable. D'où l'importance de l'accord financier qui peuvent être passés avec les Allemands pour émettre des emprunts mutualisés. Enfin, oui, attention quand même, parce que les Allemands ont montré que tout le monde n'était pas forcément d'accord là-dessus, Karlsruhe. Alors, donc, je pense que ça, c'est un autre débat sur lequel on reviendra dans d'autres enceintes. Un mot, Thibault, sur la situation même des entreprises de croissance plus, dont vous avez dit tout à l'heure avec un peu de modestie, mais je pense que c'est un peu de la fausse modestie qu'elles ne s'en sont pas trop mal tirées. Je crois que c'est un des secteurs qui s'est le mieux tiré de la crise et qui en a peut-être profité. Il a bénéficié d'un coup de booster formidable, notamment tout le digital. Oui, alors en fait, nous, c'est vrai que parfois, il y a un peu une image de croissance plus, d'entreprise, de la tech. En fait, on est vraiment très multisecteur. C'est-à-dire qu'on a fait une petite analyse et on est vraiment distribué entre, je vous assure, entre l'industrie, entre les services, le tourisme et l'événementiel. Je peux vous dire que si vous posez la question à des membres éminents de croissance plus comme Hopscotch ou comme Paris In Group avec 1200 salariés dans l'hôtellerie, ils ne vous diront pas que tout va bien. Donc, c'est une situation effectivement qui est très variée et on a effectivement des sociétés dans l'informatique qui se portent très bien ou en tout cas qui ont fait des budgets un peu catastrophiques pour la fin de l'année et qui sont en train de réévaluer leur budget parce que les choses repartent et que finalement, on a vraiment eu pour ces sociétés un phénomène de pause et ça repart de l'avant.
Avant de donner la parole à Olivier Salustro pour qu'il nous apporte la lecture que peuvent avoir les commissaires aux comptes, un mot encore sur notamment un point important que soulignait Philippe Mutrici tout à l'heure dans son exposé, sur les tendances lourdes d'évolution qui ont été finalement mises en valeur et boostées un peu par la crise, et notamment la prise en compte de tout ce qui concerne l'environnement, le climat et la responsabilité sociale environnementale. Comment les entreprises innovantes peuvent-elles prendre en compte plus qu'elles ne le font ces tendances lourdes? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un gros sujet pour nous. Un des thèmes principaux de mon programme, c'est l'impact. On pense que c'est vraiment l'entrepreneur qui va résoudre les grands problèmes économiques, sociaux, environnementaux. D'où l'importance aussi de contenir les dépenses publiques. C'est un modèle, les entreprises pourront adresser ces grands sujets de société si on les laisse travailler sans trop les taxer. Et effectivement, ce n'est pas l'État qui va traiter le problème des déchets plastiques dans les océans. On a un très bel entrepreneur qui fait des machines à eau dont la raison d'être n'est pas d'apporter l'eau potable à ses consommateurs, mais de détruire, en fait, de se débarrasser des gobelets en plastique sur la planète. Donc, tous les entrepreneurs, en fait, sont tournés vers ces sujets d'impact ou de RSE et voient aussi ça comme des opportunités de business tout à fait intéressantes pour eux. Donc, il y a vraiment une révolution très rapide de ce côté-là qu'on sent tous les jours au sein de nos entreprises. J'ajoute d'ailleurs un point dont vous ne parlez pas, mais c'est que le digital en lui-même est assez émetteur de CO2 et de gaz à effet de serre. Vous êtes très consommateur d'énergie. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a effectivement des gros sujets et je pense que les thèmes présentés par Philippe Mutrici à la BPI vont traiter ça. Mais clairement, si vous voulez, il y a un effet aussi d'équilibre. C'est-à-dire que quand on est le numérique, par exemple, on a une société qui s'appelle Fred Bay au sein de Croissance Plus, qui fait de la mutualisation de camions et tout ça basé sur du numérique et du digital. Il y a aussi des grands bénéfices. Voilà. Donc, il faut effectivement faire un bilan global. Mais les serveurs de Google consomment de l'énergie, je vous confirme. Olivier Salustro, je vous ai vu très attentif, prenant des notes. Je rappelle que vous êtes le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Comment voyez-vous votre rôle dans cette situation et non pas dans le monde d'après, parce que Philippe Mutrici va me corriger, mais dans le monde avec. Écoutez, deux choses qui m'ont extrêmement intéressé. La première, c'est que pendant la période d'octroi des PGE, Philippe Mutrici a dit que finalement les règles habituelles d'octroi de crédit avaient été assouplies. Il faut quand même rappeler que les banques qui prennent une partie du risque, puisqu'il leur reste 10% du risque, les banques ont demandé aux entreprises de faire certifier ou attester leurs comptes. Et donc là, on a été au feu avec les uns les autres pour constituer ces dossiers de PGE pour faire court. Et donc là, notre rôle était tout à fait utile, contrairement à ce qu'avaient dit certains pendant les débats sur la loi Pacte, notamment notre ministre de l'économie, des finances et de la relance. Et j'en viens sur la relance. Le deuxième point, c'est que effectivement, pour cette relance, pour cette phase 3 ou 4 qu'appelle de ses voeux Philippe de Sertine, et je partage tout à fait son analyse de ces phases successives, et on le sent à travers nos entreprises clientes. Évidemment, il va falloir drainer de l'argent vers les entreprises pour qu'elles investissent, puisqu'elles ne peuvent l'investissement est leur carburant, en fait, le carburant de leur moteur. Et donc, il va falloir rassurer tous ces investisseurs, qu'ils soient des fonds de private equity, comme l'évoquait Thibaut Bechtoil, ou qu'ils soient des salariés, comme ces schémas circulent habituellement depuis quelques semaines. Et donc, là, je crois que le commissaire aux comptes a un rôle important à jouer pour rassurer tous ces investisseurs sur non pas l'absence de risque. Le commissaire aux comptes n'est pas là pour neutraliser les risques que prend l'entrepreneur, mais pour rassurer sur la situation de l'entreprise, son état et sa compréhension, et effectivement l'état de ses projections, puisque, comme l'a dit fort justement Philippe de Sertine, on n'est plus dans des prévisions, mais dans des projections qui évoluent presque tous les jours et sur lesquelles nous devons porter un regard en termes de pertinence. Voilà, pour répondre à votre question, Jean-Marc.
Mais vous considérez-vous, en tant que praticien, et vous connaissez bien la situation financière des entreprises que vous auscultez, que les prêts ont été garantis à des conditions qui sont plus complaisantes qu'auparavant ou pas? Non, je ne le crois pas. D'ailleurs, c'était les banques. D'ailleurs, Philippe Mutrici l'a bien dit tout à l'heure. C'était les banques qui appliquaient les Non, mais il n'y a pas eu, à mon sens, de complaisance. D'ailleurs, certaines entreprises qui ont sollicité ces prêts garantis ne les ont pas obtenus, sans doute en raison de leur fragilité d'avant-crise. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet pour les commissaires aux comptes, puisque vous savez qu'on a un devoir d'alerte sur la continuité, à propos de la continuité d'exploitation. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de complaisance dans l'octroi de ces prêts. Et je pense que certaines entreprises qui n'ont pas eu accès à ces facilités de crédit pour traverser la période que nous connaissons vont finir par tomber à l'automne ou au cours de l'hiver, ou bien vont devoir se restructurer beaucoup plus fortement qu'elles ne l'avaient imaginé avant crise. Parce que c'est aussi ça qu'il faut anticiper, c'est des restructurations drastiques pour essayer de survivre. Alors, la question qui me vient à l'esprit, mais elle s'adresse aussi bien à vous qu'à Philippe Mutrici. Si l'on compare, et je sais que Philippe de Sertine va m'en vouloir, la situation actuelle avec la situation de 2008, en 2008, où il y a eu des ruptures de liquidités qui ont été elles aussi catastrophiques, on avait fait appel à un médiateur du crédit. On se souvient de tout ce qu'avait fait René Ricol. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas un rôle fort de médiation. Et le médiateur, il servait à l'époque à gérer des situations individuelles, département par département, justement pour les entreprises qui étaient borderline, qui n'avaient pas forcément les conditions pour avoir les crédits, mais qui auraient pu les avoir. Comment vous voyez la situation aujourd'hui? Est-ce que la situation est meilleure, plus confortable ou moins? Je peux prendre la parole? Oui, allez-y, monsieur Mutrici. Merci. Juste un petit mot. Je ne pense pas que les banques ont accordé les crédits de façon dérogatoire ou avec de la facilité. Ce que j'ai dit, c'était que le montant du crédit était, lui, anormalement élevé par rapport à des critères habituels. C'est ça le point. Ça ne veut pas dire que les banques n'ont pas été très exigeantes sur la solvabilité, les capacités de remboursement futures, etc. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le président Salustro. Non, sur cette question de la situation des entreprises, alors là, il faut être très précis. Et en même temps, d'abord pour bien savoir de quoi on parle et en même temps pour ne heurter personne, parce qu'on trouvera toujours des entreprises qui sont en difficulté, qui n'ont pas eu leur PGE ou qui ont eu leur PGE, qui ne pourront pas le rembourser et qui en fin d'année se retrouveront dans une situation difficile. Donc, cette précaution de langage étant posée, si on regarde les chiffres de la Banque de France mensuels, le crédit aux entreprises a augmenté, l'encours de crédit a augmenté de 140 milliards en 3 mois. Donc, c'est effectivement phénoménal. Dans ces 140 milliards, on va trouver du PGE, mais pas seulement. On va trouver des emprunts, enfin des émissions sur le marché et on va trouver d'autres formes de crédit de trésorerie classiques. Mais quand on regarde la ligne du dessous dans les statistiques de la Banque de France, on voit que les comptes à vue des entreprises ont augmenté de 120 milliards. Donc, on est bien dans la constitution d'une énorme réserve de trésorerie. La trésorerie des entreprises a augmenté de 120 milliards, l'endettement de 140. On peut dire qu'aujourd'hui… C'est public, ces chiffres. C'est les statistiques mensuelles de la Banque de France qui sont sorties il y a quelques jours. Donc, l'utilisation du PGE aujourd'hui, en global, PGE et autres crédits, elle est encore relativement faible. Si on prend un deuxième métrique, qui est de quelle situation on parle, c'est votre question, Jean-Marc, sur les 10 dernières années, le niveau d'endettement des entreprises au global avait augmenté, mais c'est exclusivement le fait des grandes entreprises. Les PME et les ETI, notamment les PME, se sont désendettés sur les 10 dernières années. Le ratio de dette sur fonds propres a diminué de 10 points. Et on peut dire au total, si je passe un certain nombre de raisonnements intermédiaires, mais c'est pour ne pas être trop long, que la situation d'endettement des PME aujourd'hui, toujours en regard macro, en dehors des situations individuelles,
on retourne à la situation de 2011. Donc, c'est pas la fin du monde. Donc, si je vais à la question d'après, qui est qu'est-ce qui se passe l'année prochaine au moment du remboursement du PGE, nous, on pense à BPI France qu'une majorité des entreprises, on va sortir des chiffres qui vont confirmer ça dans une semaine, de majorité, c'est à partir de 50. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est encore 50, la moitié ou les 2 tiers. En tout cas, une majorité d'entreprises ont pris des crédits à titre de précaution sans forcément avoir des projets en face pour utiliser ces crédits. Ce qui veut dire qu'au moment où il faudra les rembourser, elles pourront les rembourser. Après, on trouvera toujours des situations plus difficiles. L'OFCE, je terminerai par ça, a sorti la semaine dernière une petite note qui chiffre à 15 000 entreprises les situations très délicates et qui auront besoin de solutions telles que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple des renforcements de fonds propres. Olivier Salustro, vous, de ce que vous savez du terrain, correspond à ce que vient de dire Philippe Mutrici ou pas? Oui, je ne crois pas que le terrain démente ce que vient de dire Philippe Mutrici. Effectivement, les PGE ont été contractés à titre de précaution dans beaucoup de cas et effectivement n'ont pas été consommés et pour l'instant d'ailleurs n'ont pas à être remboursés puisque les choses peuvent se situer à moyen terme. Donc voilà. Non, je confirme ce qu'a dit Philippe, tout à fait. Thibaut Westphal, du côté des entreprises aussi, vous confirmez ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de PGE qui ont été pris par précaution. À nouveau, ça dépend beaucoup des secteurs. Donc, il y a des secteurs, enfin les secteurs que je mentionnais, tourisme, etc. C'est pas par précaution, je peux vous l'assurer. Pour d'autres, effectivement, ils vont chercher à rembourser assez rapidement. Mais Philippe de Sertine, c'est très important pour les mécanismes de relance, ce qui vient d'être dit là. Parce que d'un côté, vous avez cette réserve, vous en avez sur le pied des entrepreneurs, et puis de l'autre côté, vous avez une réserve en termes de consommation avec cette épargne qui a été accumulée et qui n'est pas utilisée. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, on a un potentiel de relance lié à ces montants. Attention, hein, peut-être quand on est en train d'évoquer cette question de la précaution, peut-être qu'elle n'a même pas été suffisante. Hein. Je pense que quand on fait le tour, par exemple, des différentes chambres de commerce en France, on vous dit des entreprises ne sont pas allées jusqu'au bout des PGE, des entreprises ont considéré que pour le moment elles n'en avaient pas besoin. C'est très intéressant de voir que celles qui l'ont fait ont conservé ou conservent cet argent en réserve au cas où. Répétons-le, nous sommes en phase 2. La phase 3 va être plus compliquée. Quand la phase 3 va arriver, pour les banques notamment, ce sera compliqué d'accorder un prêt supplémentaire à des entreprises qui aujourd'hui vont bien, mais qui peut-être en octobre-novembre iront moins bien. Donc là, peut-être il faut vraiment faire passer le message aussi que nous sommes encore dans une phase où il faut préparer éventuellement le moment difficile. Et là, les conseils, alors les experts comptables ont notamment été utilisés comme relais en disant attention, même si vous avez le sentiment que peut-être aujourd'hui vous n'en avez pas besoin, commencez à anticiper ce qui va se passer par la suite. Répétons-le, oui, Jean-Marc, vous parlez de relance, on va avoir la relance phase 4. La phase 3 qui va arriver va être une phase compliquée. Le but de toutes ces aides, c'est de dire on doit conserver les forces économiques de la France. On doit les conserver parce que nous sommes dans un moment exceptionnel. Il ne s'agit pas de voir disparaître des entreprises. On a évoqué des entreprises faibles. Elles seront faibles encore et elles risquent effectivement de faire faillite. Mais on peut avoir des entreprises fortes qui se retrouveraient en difficulté parce qu'elles n'ont pas anticipé la phase 3. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Lorsque nous sommes dans cette approche rationnelle des PGE, il faut absolument, pour les entreprises, les utiliser, quitte à les garder en compte courant, comme on vient de l'évoquer, et à les rembourser facilement dès l'année prochaine. Il n'y a pas d'intérêt attaché pour le moment. Il y aura la capacité de les redonner ou de les utiliser pour investir, puisque le grand défi qui nous attend, ce n'est pas la consommation, c'est l'investissement. Le levier de la reprise, c'est l'investissement. Absolument. De l'investissement à long terme. Olivier Salustro, si on reste dans le domaine financier et notamment de l'équilibre financier de l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de la situation du crédit inter-entreprise, c'est-à-dire des délais de paiement est-ce qu'il n'y a pas là un risque éventuellement de contamination des entreprises qui sont en retard par rapport à celles qui ne le sont pas? Alors, contrairement à la crise de 2008-2009, où effectivement le crédit inter-entreprise s'était écroulé et où tout le système s'était grippé, là, grâce aux mécanismes évoqués par les deux Philippe et par Thibaut, finalement, rien ne s'est bloqué et le crédit inter-entreprise a continué de fonctionner et
il y a eu peu de défauts de paiement des entreprises entre elles, et c'est ça la leçon majeure. Même si on est dans une situation inédite, je suis d'accord avec Philippe de Sertine, c'est quand même ça la leçon majeure qu'on a tirée de la crise de 2008, c'est qu'on a tout de suite mis en place un dispositif qui a permis d'éviter que la situation se grippe. Et ça c'est quand même extrêmement important. Voilà. Et donc, moi, je constate que ce crédit interentreprise, qui finance quand même 80% des PME, hein, dans une proportion peut-être plus importante, j'en sais rien, ne fait pas défaut et permet aux entreprises de passer a permis aux entreprises de passer cette phase 1 et cette phase 2. Voilà. Après, en phase 3, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, pour l'instant, tout va bien sur le sujet. Thibaut Bechtaille, est-ce que dans votre association, vous rappelez périodiquement qu'il y a des lignes jaunes en matière de délai de paiement qu'il ne faut pas forcément franchir parce que ça gêne tout le monde finalement? Oui, bien sûr, c'est un des grands combats de Croissance Plus depuis des années, donc on reste toujours très vigilant là-dessus et on est toujours très connecté notamment au médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, sur ce sujet. Donc c'est effectivement un sujet qui est très, très sensible pour les PME. Alors, il nous reste quelques minutes là. Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui nous arrivent. Parmi ces questions, il y a tout ce qui porte sur la responsabilité sociale, environnementale. Alors, on en a parlé du point de vue des grandes tendances lourdes de l'évolution et en termes macroéconomiques, des conséquences de la crise, qui est un accélérateur formidable. Vous en avez parlé, vous, Thibaut. Est-ce que les commissaires aux comptes, Olivier Salustro, ont une responsabilité dans la surveillance des objectifs environnementaux, des objectifs même des objectifs éthiques en matière d'investissement ou en matière de financement? Est-ce que vous avez une responsabilité et comment vous allez l'assumer? Alors, nous n'avons pas de responsabilité obligatoire en la matière. Nous pouvons intervenir en matière de RSE pour attester un certain nombre de choses, et c'est pour l'instant uniquement valable pour les grandes entreprises cotées. Par contre, ce que nous envisageons, ce que nous prévoyons, c'est que ces aspects de RSE ou d'éthique, de finance éthique, etc., vont connaître un développement extrêmement important et que les commissaires aux comptes ont un rôle majeur à jouer en la matière, en fait, en matière de tout ce qui est information extra-financière, hein, puisqu'on nous a toujours cantonné aux informations financières. Aujourd'hui, on prétend avoir la compétence pour aller vers l'attestation des informations extra-financières. D'ailleurs, l'autorité des normes comptables, c'est assez amusant, réfléchit à un dispositif concernant ces informations extra-financières. Et donc, nous sommes en plein dans ce débat-là et dans cette progression-là. Et nous lançons dans 3 mois une plateforme de labellisation des informations des entreprises qui feront appel à nous pour valider ces informations extra-financières. Voilà, donc, vous n'avez pas de responsabilité, mais vous revendiquez l'exercice de cette responsabilité. Absolument. Voilà, absolument. Et on le fera de manière très volontaire. Et vous le ferez en collaboration avec les agences spécialisées en notation sociale environnementale, ou vous les ferez à votre compte en toute indépendance? Écoutez, les deux, il est important pour que la signature soit reconnue, qu'on soit dépositaire d'une compétence et d'un savoir-faire. Donc, on va s'appuyer à la fois sur nos compétences internes et sur des compétences externes avec lesquelles on va nouer des partenariats. Voilà, sur cette plateforme qui s'appelle The Smart List et dont on reparlera plus tard et qu'on a commencé de développer en discutant notamment avec Croissance Plus, avec Thibaut Bechtoil en particulier. Les entreprises de Croissance Plus nous ont beaucoup aidé dans la réflexion sur le sujet. Alors, je me tourne vers Philippe Nutrici parce que la BPI utilise ces critères en matière d'octroi de crédit ou en matière d'investissement. Nous, notre problématique, elle est très simple. C'est qu'on parlait du mégatrend de la digitalisation tout à l'heure, donc on se l'applique à nous-mêmes. C'est quoi l'avenir d'une banque dans un monde totalement digital? Alors, il n'est pas encore totalement digital, et notamment pour les opérations bancaires, mais on s'y dirige.
Donc la question qu'on se pose, elle est très simple. On a mis en place plusieurs plateformes pendant la crise. On a parlé de celle du PGE, mais en fait, on en a mis au moins 2 autres en place, dont une pour les régions, puisque les régions aussi, on ne les a pas citées, mais ont mis en place des prêts équivalents, on va dire des mini-PGE, hein, ça s'appelle des prêts rebonds. Ou des prêts, c'est tout, des prêts rebonds, des prêts renaissance, des prêts, ça commence toujours par R, hein, ça dépend des régions. Donc ces plateformes, qu'est-ce qu'elles nécessitent? C'est des plateformes en ligne, et nous on souhaite que l'entrepreneur puisse obtenir son crédit du début à la fin dans un processus en ligne. Ce qui veut dire qu'à un moment, on a besoin d'une autorité tierce pour certifier les comptes. Suivez mon regard. Donc, vous avez pris rendez-vous avec Olivier Salustro. Des choses faites. Voilà. Moi, j'aime bien le regard de Philippe Mutrici, je l'adore. Pour terminer, parce qu'il nous reste 3 minutes et je voudrais simplement vous donner un peu la parole à tous, cette crise-là a mis en évidence une des tendances lourdes qui est celle de la souveraineté et de l'indépendance, notamment dans des domaines stratégiques. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que c'est simplement une expression de communication, d'opportunité politique, ou est-ce que ça correspond à quelque chose de faisable sur le long terme, avec plus précisément l'aspect numérique? Et ça, j'interrogerai Thibault tout à l'heure, dans un instant, sur l'indépendance numérique. Philippe Mutrici, est-ce que l'indépendance de l'investissement, de la production, c'est un facteur important pour vous dans le raisonnement de la BPI? J'aurais pu le citer, c'est le 4e mégatrend dans les 9 qu'on a repéré, donc il y a bien celui-ci. On ne l'a pas mis comme un mégatrend absolument consensuel. C'est un mégatrend qui est encore assez controversé, y compris dans le champ des économistes. Je pense que je me ferais reprendre par Philippe de Sertine si j'étais trop aventurier pour parler de cette tendance. D'ailleurs, nous, à BPI France, on pense que l'économie est durablement dans un cycle de mondialisation. C'est-à-dire que ceux qui pensent que la mondialisation, c'est fini, on n'est pas du tout dans cette option-là. On est face à des phénomènes qui prennent énormément de temps pour se mettre en place, dans un sens comme dans l'autre. Il n'en reste pas moins que il y a une tendance, au moins au niveau de la classe politique, et puis d'une partie de la société, sur la nécessité d'être moins dépendant de ressources lointaines, et notamment dès qu'on parle de sécurité, en particulier de sécurité sanitaire. Donc, si on raisonne par secteur, on peut penser que la question de la souveraineté, alors elle concerne aussi le digital, mais ça, c'est renforcé par la crise, mais ça existait déjà auparavant. Mais il y a d'autres secteurs qui apparaissent, comme effectivement la santé, l'approvisionnement dans un certain nombre de produits essentiels. Et je pense que l'alimentation ne tardera pas à en faire partie. Mais à la limite, c'est presque de la responsabilité du chef d'entreprise que d'essayer de diversifier ses approvisionnements. Se retrouver piégé par un seul fournisseur, c'est que c'est une faute professionnelle quelque part. Ça rejoint le mégatrend agilité industrielle dont je parlais tout à l'heure. Absolument. Dans un monde avec Covid. Philippe de Sertine, la même question, mais je connais un peu votre réponse avec d'une prudence et d'un pragmatisme qu'on connaît bien. Non, moi je vais être très clair. Je pense que la question de la souveraineté, c'est une question plus politique qu'économique aujourd'hui. Alors, politique forte, on le sent bien du point de vue des opinions publiques, mais c'est d'abord politique. En revanche, on a une vraie question très, très importante sur la question du digital, sur le fait que ce n'est pas le problème de la souveraineté, c'est le problème qui est aujourd'hui le fait que nous ayons de plus en plus des tendances très, très lourdes d'investissement massif, notamment en Asie ou aux États-Unis, que nous n'avons pas suffisamment en Europe. Donc là, il y a une question d'investissement absolument primordiale pour l'Europe. Et quand on parle d'investissement, je crois qu'il faut le marteler aux gens qui nous écoutent. Ça veut dire immédiatement la question de l'auditeur, pour reprendre le terme anglo-saxon, ou du commissaire aux comptes. L'investissement, c'est le cœur du métier du commissaire aux comptes. Quand on est en train de parler de cet énorme enjeu, on va dire véritablement investir massivement pour être en phase avec les grandes tendances des nouvelles créations de valeur de demain, ça veut dire le commissaire aux comptes en première ligne. Philippe, je ne peux même plus donner la parole à Olivier Salustro après ce que vous venez de dire. Thibault, sur l'indépendance du numérique, vous êtes en permanence sur la sellette quand il s'agit d'ouvrir ce débat. Oui, bien sûr. Alors, nous, en fait, on pense, c'est un grand sujet, puis je crois qu'on a plus beaucoup de temps maintenant, mais il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a le sujet, effectivement, tout à l'heure que je citais, des impôts de production qui doivent jouer un rôle important sur le sujet de la souveraineté en général. D'accord, c'est un premier point. De reprise et de relance. Deuxièmement, sur le numérique, je pense, et nous, on fait des propositions dans ce sens-là,
Quand on regarde la domination de la tech américaine sur le monde, c'est beaucoup lié au Nasdaq. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Nasdaq qui a permis ces gros investissements très lourds, qui permet à Amazon de faire des pertes pendant des années avec la bourse qui lui fait confiance, etc. Donc, on n'a pas ce savoir-faire. En fait, il faut travailler dans ce sens-là. Donc, on travaille très activement aujourd'hui avec Euronext, différentes instances. Voilà, on a constitué un groupe là-dessus qui rejoint d'ailleurs Paris Europlace, donc c'est très important. Et puis, il y a des initiatives plus court terme et plus concrètes qui me paraissent très intéressantes, comme OVH, qui crée un écosystème qui s'appelle Open Trusted Cloud et qui a pour vocation d'emmener en fait des petites startups, si vous voulez, de la tech autour de ce bateau amiral qui est OVH, qui est maintenant une grosse société assez établie. Et ça peut être très intéressant justement pour offrir des solutions concurrentes aux GAFA. Voilà. On n'a évidemment pas pu balayer la totalité des problèmes. On a à peine parlé de l'Europe, sauf sur le terrain financier, mais il faudra y revenir. Olivier Salustro, merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde. Merci à ceux qui les ont matériellement organisés avec beaucoup de compétences et d'expérience. Je pense à Angela et à Valérie. Et je rends l'antenne maintenant. Je ne sais pas comment on fait à la télévision. Autrefois, on disait on rend l'antenne à Cognac Jet, mais là, je rends l'antenne à la compagnie parisienne des commissaires aux comptes. Voilà, l'antenne va être transférée sans que vous ne fassiez rien maintenant, Jean-Marc. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci à tout le monde. Merci.